Présente tes excuses à ta sœur tout de suite. Mon père hurla, son visage prenant une teinte terrifiante de rouge. Il se tenait au centre du manoir intelligent de 23 millions d'euros, pointant un doigt tremblant directement entre mes yeux. Présente tes excuses à Clara pour avoir essayé de lui voler la vedette, ou je t'enfermerai dans ta chambre jusqu'à ce que tu apprennes ta place. L'air dans la pièce devint immobile. Ma belle-mère, Isabelle, détourna le regard, faisant semblant de réarranger des fleurs. Clara, ma sœur de 30 ans, était assise sur le canapé de velours, souriant narquoisement tandis qu'elle serrait le contrat de l'introduction en bourse contre sa poitrine comme un trophée. Elle me regarda avec cette innocence familière et maîtrisée, attendant que je cède. Je regardai le contrat, l'accord de 23 milliards d'euros qui était entièrement bâti sur mon code, mes nuits blanches et mon esprit. Puis je regardai mon père, Marc, pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas vu un géant. J'ai vu un voleur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement redressé mon dos et dit calmement, je vais dans ma chambre maintenant. Je me suis retourné et j'ai marché au loin. Derrière moi, j'ai entendu ces menaces tonitruantes sur les enfants ingrats et les conséquences. Mais il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblaient vraiment les conséquences. Pas encore. Avant que je vous dise ce qui s'est passé, à l'instant où cette porte s'est refermée, laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. J'ai fermé la porte de ma chambre. Elle n'a pas claqué. Elle s'est refermée avec la précision silencieuse d'un plafond de coffre-fort pour la nuit. J'ai marché jusqu'à mon bureau et je me suis assise, non pas en panique, mais avec une étrange clarté froide. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi suis-je resté? Pourquoi une femme de 30 ans avec un quotient intellectuel de niveau génie a-t-elle laissé son père la traiter comme une stagiaire non rémunérée pendant une décennie? C'est une question juste. La réponse n'est pas simple. Ce n'était pas de la loyauté. C'était une cage construite de mots, des chaînes invisibles que mon père, Marc, forgeait depuis que j'étais en couette. Les psychologues appellent cela l'impuissance apprise. Mais dans ma maison, c'était juste les règles du jeu. Quand j'avais 10 ans, Clara prenait des cours de ballet et faisait du mannequinat pour des catalogues locaux. J'étais assise dans la voiture en faisant ses devoirs de mathématiques pour qu'elle n'échoue pas en 4e année. Mon père me regardait dans le rétroviseur et disait, « Ton travail est de t'assurer que ta sœur brille, Daniel. C'est ainsi que tu gagnes ta vie. C'est ainsi que tu nous rembourses pour le toit au-dessus de ta tête. » Il m'a élevé pour croire que mon existence était une dette que je ne pourrais jamais vraiment rembourser. Je n'étais pas une fille. J'étais le personnel de service. J'étais celle qui réparait. J'étais le moteur invisible qui faisait fonctionner l'enfant d'or. Avance rapide de 20 ans. Pendant que Clara voyageait à ESA et construisait sa marque en tant que gourou du style de vie, j'étais dans le sous-sol de cette forteresse de verre. Je ne faisais pas la fête. J'étais en train de construire un système. Ce n'était pas juste du code. C'était une intelligence artificielle prédictive capable d'analyser les tendances du marché plus rapidement que n'importe quel trader humain. C'était le joyau de la couronne de l'introduction en bourse. C'était la raison pour laquelle les investisseurs se bousculaient pour donner 23 milliards d'euros à mon père. Et j'ai construit chaque ligne de celui-ci seul dans le noir, alimenté par du café froid et l'espoir désespéré que si je construisais juste quelque chose d'assez grand, mon père finirait par me regarder et verrait une personne. Mais il ne l'a pas fait. Il a vu une ressource. Je me souviens du jour où j'ai terminé l'algorithme principal. Je suis monté à l'étage, les yeux brûlants de fatigue, pour le lui dire. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a simplement fait glisser un formulaire fiscal sur l'îlot en marbre de la cuisine. Signe ceci, a-t-il dit. Je l'ai regardé. C'était notre déclaration de revenu familial sous mon nom. Dans la case pour la profession, il n'était pas écrit ingénieur en chef. Il n'était pas écrit directrice de la technologie. Il était écrit personne à charge. J'avais 29 ans. Et aux yeux de l'internal revenu service et de mon père, j'étais une enfant, un animal de compagnie, une déduction fiscale. Il ne m'a jamais versé de salaire. Il n'a jamais signé de contrat de travail. Il m'a juste donné une allocation et m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse vivre dans sa maison. Ils m'ont brisé alors. J'ai signé le papier les mains tremblantes parce que je ne pensais pas avoir le choix. Mais aujourd'hui,
Fixant l'écran noir de mon ordinateur portable, j'ai réalisé quelque chose. Ils ont oublié un détail critique en traitant quelqu'un comme un fantôme. Pendant 30 ans, les fantômes peuvent traverser les murs. Et les fantômes savent où tous les corps sont enterrés. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin de pirater le système. Je n'avais pas besoin de deviner les mots de passe. J'ai construit cette maison. J'ai écrit le code pour les serrures intelligentes, la climatisation, les portails de sécurité. Marc pensait posséder ce manoir parce qu'il avait payé le béton et le verre. Mais il ne possédait pas le cerveau qui le faisait fonctionner. J'ai posé mes doigts sur le clavier. Il était temps de rappeler à mon père qu'il ne faut jamais, jamais maltraiter l'architecte de votre réalité. Je n'ai pas tapé une seule ligne de code. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà écrit le script il y a 3 ans, enfoui profondément dans le serveur d'automatisation de la maison sous un fichier nommé diagnostic du système. C'était mon plan de secours, mon bouton de panique. Sur mon écran, une seule icône rouge pulsait. Elle était intitulée Protocole de biosécurité. Je l'avais conçue pour les tremblements de terre, les incendies de forêt ou les situations de déversement chimique où vous devez sceller hermétiquement la maison du monde extérieur. Mais aujourd'hui, la toxicité n'était pas à l'extérieur. Elle était en bas, buvant du scotch et répétant un mensonge. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. J'ai déplacé mon curseur sur le bouton et j'ai cliqué. La réaction a été instantanée. Un grondement mécanique profond a vibré à travers les planches du plancher. On aurait dit que la maison elle-même se réveillait de mauvaise humeur. À l'extérieur de ma fenêtre, de lourds volets en acier, habituellement cachés à l'intérieur des cadres de fenêtres, se sont abattus avec la finalité d'une lame de guillotine. Un par un, chaque fenêtre de la forteresse de verre a été scellée par du métal. La lumière du soleil a été étouffée, plongeant la maison dans un crépuscule artificiel soudain. J'ai affiché le flux de sécurité sur mon ordinateur portable. En bas dans le salon, la scène était chaotique. L'écran de présentation massif où Clara répétait son discours d'introduction en bourse était devenu noir. Les routeurs Wi-Fi, que je contrôlais, ont coupé toute connexion avec le monde extérieur. Pas d'internet, pas de booster de signal cellulaire, juste le silence numérique. « Qu'est-ce qui se passe » hurla Marc, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs de mon bureau. « Pourquoi les volets sont-ils baissés ? Qui a coupé le courant ?» J'ai regardé sur l'écran pendant qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Il a saisi la poignée et a tiré. Elle n'a pas bougé. Le scanner biométrique sur le mur, habituellement d'un vert accueillant, clignotait d'un rouge dur et en colère. Il a essayé le clavier. Rien. Il a donné un coup de pied dans la porte. C'était du chêne massif renforcé d'un noyau en acier. Il n'allait nulle part. « Daniel » a-t-il crié, regardant le plafond, sachant intuitivement que j'étais le fantôme dans la machine. « Déverrouille cette porte. » Ce n'est pas drôle. Je me suis penché vers mon microphone. Ma voix a retenti dans toute la maison, amplifiée par le système de sonorisation, habituellement réservé à leur fête. Violation de périmètre détectée, ai-je dit. Ma voix était calme, presque ennuyée. Verrouillage actif. Toutes les sorties scellées. Veuillez rester calme et attendre les autorités. Ouvre la porte, rugit-il. Son visage se contracta sur l'image pixelisée. J'ai des investisseurs qui appellent dans 20 minutes. La répétition. Il n'y aura pas de répétition, ai-je dit. Et il n'y aura pas d'appel. Le brouillage de signal est actif. J'ai regardé son téléphone. Fixant les 0 barres dans le coin de son écran, il a regardé Clara. Elle tapotait frénétiquement sur sa tablette, réalisant qu'elle ne pouvait pas publier son traumatisme sur Instagram parce qu'elle était hors ligne. Mais je n'avais pas fini. Les enfermés n'étaient que le conteneur. Maintenant, je devais appliquer la pression. J'ai ouvert l'onglet de contrôle environnemental. La maison était actuellement à une température confortable de 22 degrés Celsius. J'ai cliqué sur le curseur et je l'ai traîné complètement vers la droite. Chaleur maximale. Le système m'a averti que 35 degrés Celsius était inconfortable à long terme. J'ai ignoré l'avertissement. Un faible bourdonnement a commencé dans les bouches d'aération. Le système de chauffage de qualité industrielle,
conçu pour chauffer cet immense espace en quelques minutes, a rugi. Tu veux transpirer les détails pour l'introduction en bourse, papa, ai-je chuchoté à l'écran. Voyons comment tu gères la chaleur en bas. Marc a desserré sa cravate. Il ne le savait pas encore, mais il ne se tenait plus dans un manoir. Il se tenait dans un autocuiseur. Et je venais de régler la minuterie. Les coups contre ma porte étaient rythmés, violents et désespérés. Cela ressemblait moins à un homme qu'à un animal piégé, réalisant que la cage était réelle. « Ouvre cette porte, Daniel. »« Marc » cria-t-il. Je pouvais entendre le bois se fendre légèrement sous la force de son épaule. « Je vais enfoncer ça. Je vais te traîner par les cheveux. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas regardé la porte. J'ai regardé la jauge de température sur mon moniteur, 37 degrés Celsius et ça montait. Et puis j'ai ouvert le fichier intitulé Conformité. Mon père pensait que le pouvoir était de crier. Il pensait que le pouvoir était la capacité de faire peur aux gens. Il avait tort. Le pouvoir est le levier. Et grâce à mes années passées à être le service informatique invisible et non rémunéré pour toute son existence, j'avais tout. Au cours des 5 dernières années, Marc avait transféré de l'argent de l'entreprise vers une série de comptes écrans dans les îles Caïmans. Il pensait être malin. Il appelait cela des dépenses d'exploitation. Mais j'ai construit le logiciel de comptabilité. J'ai vu chaque transaction. J'ai vu chaque euro qu'il volait aux investisseurs pour payer ses voitures, ses montres et le style de vie d'influenceur de Clara. Je n'avais pas besoin de pirater la banque. J'avais juste besoin d'être une bonne citoyenne. J'ai ouvert le portail de dénonciation pour l'Internal Revenue Service et la Security and Exchange Commission. Je n'ai pas perdu de temps à lire les instructions. J'ai fait glisser et déposer le fichier. Grand livre de Mark Sterling, version finale PDF, 500 pages de fraude fiscale, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. J'ai cliqué sur Soumettre. Cela a pris 3 secondes. C'était le taux de change de son héritage, 3 secondes pour transformer un titan de l'industrie en cible fédérale. Sur mon deuxième moniteur, j'avais accès au tableau de bord principal de ses comptes bancaires offshore. Il m'avait fait configurer l'authentification à 2 facteurs sur mon téléphone parce qu'il ne voulait pas se souvenir des codes. J'ai regardé l'indicateur d'état, vert, jaune, puis un rouge clignotant dur. Compte gelé. Blocage réglementaire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la comptabilité. Il avait dépassé son compte avec moi il y a des années. Aujourd'hui, c'était juste l'agence de recouvrement qui appelait en bas. Les cris avaient cessé, remplacés par un hurlement frénétique et aigu. J'ai basculé l'alimentation de sécurité sur le salon. Clara tenait son téléphone, lumière annulaire allumée, essayant de diffuser en direct auprès de ses 2 millions d'abonnés. Son maquillage coulait sur son visage dans la chaleur. « Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît », sanglotait-elle dans la caméra. « Ma sœur psychopathe nous a enfermés. » J'ai tapé sur l'icône du booster de signal cellulaire sur mon panneau de contrôle et j'ai appuyé sur désactiver sur l'écran. La vidéo de Clara s'est figée. Elle a tapoté l'écran frénétiquement. Elle a tenu son téléphone vers le plafond, marchant en cercle, suppliant pour un signal, mais il n'y avait rien. Pas de 5G, pas de LTE, pas de Wi-Fi. Je venais de les effacer. Ils étaient piégés dans une boîte de verre bouillante et silencieuse sans argent, sans public et sans issue. Marc faisait les 100 pas, desserrant sa cravate, sa chemise dégoulinant de sueur. Il a regardé son téléphone, puis les fenêtres assombries. Pour la première fois de sa vie, il réalisait que son argent ne pouvait pas lui acheter une brise et que ses cris ne pouvaient pas ouvrir une serrure. Il était hors ligne et j'étais la seule administratrice restante. Au matin du 2e jour, la forteresse de verre sentait le parfum cher et la peur. La température à l'intérieur se maintenait à 36 degrés Celsius. Mes moniteurs montraient Marc assis sur le sol devant ma porte de chambre. Le dos contre le mur, la tête dans les mains. Il avait l'air brisé. Sa chemise taillée était tachée de sueur. Ses cheveux, habituellement gélifiés avec une perfection agressive, étaient sauvages et humides. Il ne criait plus. Il pleurait. Un morceau de papier a glissé sous ma porte. Je l'ai ramassé. L'écriture était tremblante, dépouillée de ses angles vifs habituels.
Je suis désolé. Tu as gagné. S'il te plaît, Daniel. Nous ne pouvons pas respirer dehors. Nous sommes une famille. Ouvre la porte. J'ai fixé la note et pendant une seconde, ma poitrine s'est serrée. C'était ce que j'avais désiré toute ma vie, n'est-ce pas? Une admission. Une reddition. La reconnaissance que je détenais le pouvoir. J'ai zoomé sur l'alimentation de sécurité et j'ai reconnu la vérité. Ce n'était pas du remords. C'était l'illusion du pouvoir. Lorsque les narcissiques perdent le contrôle, ils ne développent pas de conscience. Ils en jouent un rôle. Marc ne pleurait pas parce qu'il m'avait exploité pendant 30 ans. Il pleurait parce que son distributeur automatique de billets avait cessé de fonctionner. Je savais qu'ouvrir la porte signifiait faire face à un prédateur acculé, pas à un père. Mais j'étais épuisé. J'ai tapé déverrouillé. La maison s'est animée. Volets qui se lèvent. Serrure qui se désengage. Silence, se remettant en place. J'ai ouvert la porte. Marc avait l'air pathétique. Les yeux rouges et tremblants, jusqu'à ce que le masque tombe. Il a claqué des doigts. 2 gardes cachés se sont précipités sur moi, me tordant le bras, me menottant les poignets. Souriant maintenant. Marc s'est penché. Il avait déjà organisé une hospitalisation psychiatrique involontaire une fois que j'aurais été déclarée incompétente. Il prendrait le contrôle légal de tout ce que j'avais construit. Tu as fait la cage, a-t-il ricané. Je détiens les clés. Des sirènes ont retenti dans la maison. La police a fait irruption. Marc a pointé du doigt, jouant la victime. Puis une voix a tout arrêté. Ne la touchez pas. Evans, l'avocat général de l'entreprise, a fait irruption avec des papiers, tremblant dans ses mains. L'introduction en bourse était annulée. Négociation suspendue. La Security and Exchange Commission avait signalé toute l'entreprise comme frauduleuse. Marc a essayé de revendiquer la propriété de mon travail au travail sous contrat. Evans l'a réduit au silence. Il n'y avait pas de contrat, pas de salaire, pas de dossier d'emploi. Marc m'avait listé comme personne à charge pour économiser sur les impôts parce qu'il ne m'avait jamais payé. Il ne possédait rien. J'avais enregistré le droit d'auteur ce matin-là. Mon travail m'appartenait. Sans cela, son entreprise n'était qu'une coquille vide et il faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Ils ont emmené Marc menotté. Son empire ne s'était pas effondré parce que je l'avais enfermé, mais parce qu'il ne m'avait jamais valorisé au point de rédiger un chèque de paie. 6 mois plus tard, j'ai signé un accord de licence en tant que propriétaire majoritaire. Pas une personne à charge, un partenaire. Pour quiconque est piégé dans une pièce qu'il n'a pas construite, votre valeur n'est pas quelque chose qu'il vous accorde. C'est quelque chose que vous possédez déjà. Et parfois, pour vous sauver, vous devez vous éloigner et laisser le pont brûler. La liberté a meilleur goût que la peur.